Bonjour tout le monde. Alors, toujours dans le cadre du module de l'électrostatique, donc on va corriger dans cette vidéo-là un exercice, bien normalement l'exercice numéro 1, normalement proposé dans un examen du module de l'électrostatique et l'électrocinétique. Alors, il s'agit d'un sujet qui traite normalement un problème sur les conducteurs qui sont en état d'équilibre électrostatique. Alors, cet exercice-là, normalement, est divisé en trois parties. La partie A, la partie B et la partie C. Donc, la partie A, il nous a dit que soit une sphère S1 pleine, conductrice, voilà, conductrice de centre O et de rayon R1 en équilibre électrostatique et portant une charge Q positive. Alors, répondre aux questions suivantes en justifiant vos réponses. Que vaut le champ électrostatique en un point à l'intérieur de ce conducteur-là? Deuxième question, que peut-on dire du potentiel du conducteur à l'intérieur et en surface de ce conducteur-là A? Ce conducteur-là S1. Et troisième question, où est située la charge Q? La partie B, on met le conducteur S1 portant toujours la charge Q à l'intérieur d'un conducteur S2 creux de forme sphérique de même centre O, c'est-à-dire que nous avons un système concentrique de même centre O, de rayon R2 et de rayon intérieur R2 et extérieur R3. Et initialement neutre et isolé. Alors les deux conducteurs S1 et S2 sont en équilibre électrostatique. Première question, dans cette partie-là B, les conducteurs S1 et S2 sont-ils en influence partielle? Justifiez votre réponse. Alors, toujours, nous avons influence partielle ou bien influence totale. Deuxième question, illustrez sur un schéma la répartition du charge sur les deux conducteurs S1 et S2. Troisième question, que se passe-t-il lorsqu'on relie S1 et S2 par un fil conducteur? Alors, donnez la nouvelle répartition de charge et la capacité du système. La troisième partie C, les deux conducteurs S1 et S2 représentent respectivement les armatures internes et externes d'un condensateur. Alors, puisque nous avons des condensateurs, puisque nous avons ici deux conducteurs. Alors, le conducteur S1 porte la charge Q, de telle manière que U, la différence de potentiel, est égale à V1 moins V2, étant la différence de potentiel entre les deux armatures. Première question de cette partie, c'est là. Alors, déterminer le champ électrostatique entre les armatures et en déduire U, qui est égal normalement V1 moins V2. Deuxièmement, déduire la valeur de la capacité, ou bien l'expression de la capacité du condensateur. Troisième et dernière question, quelle est l'énergie emmagasinée dans ce condensateur? Alors, on commence tout d'abord par la partie A. Alors, soit une sphère S1 pleine conductrice de centre O et de rayon R1 en équilibre électrostatique et portant une charge Q positive. Premièrement, que vaut le champ électrostatique en un point à l'intérieur de ce conducteur? Alors, bien sûr, d'après le cours, alors nous avons le champ à l'intérieur du conducteur là. Alors, à l'intérieur d'un conducteur, toujours les portes de charge ne déplacent pas. Toujours sont fixes, sont immobiles à l'intérieur de ce conducteur-là. Et par conséquent, donc, puisqu'ils sont fixes, donc leur vitesse moyenne est nulle, bien nulle, alors j'ai oublié ici normalement nulle, la vitesse LLE. Or, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces extérieures est égale à m gamma, est égale à m dv sur dt, puisque gamma est égal à dv sur dt. Alors cette quantité-là est égale à 0 parce que v tout d'abord est égal à 0, donc dv sur dt est égal à 0, ce qui nous donne que la somme des forces est égale à 0. Alors puisqu'ici on considère que nous avons juste les forces électrostatiques, donc la force électrostatique est égale à 0. Or, la force électrostatique, ou bien la relation qui est reliée entre la force et le champ, c'est F est égal à Q fois E. F est égal à 0. Q toujours différent de 0. Par conséquent, donc E est égal à 0. Donc, toujours le champ électrostatique à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique est égal à 0. Alors, deuxièmement, que peut-on dire du potentiel du conducteur à l'intérieur et en surface? Alors, puisque nous avons dit que E intérieur est égal à 0, et pour déterminer le potentiel, donc on va
tout d'abord utiliser la fameuse relation qui est reliée entre le champ et le potentiel. Donc E intérieur est égal à moins gradient V. Bien, E est égal à moins gradient V. Alors, en intérieur moins gradient V intérieur, cette quantité-là est égale à 0. Et ce que nous donc que moins grade V est égal à 0, puisque V, le grade, c'est la dérivée spatiale. Donc, cette quantité-là est égale à 0. Et finalement, V intérieur, normalement, V0, c'est une constante. Donc, V intérieur, c'est une constante. Donc, toujours le champ électrostatique est nul. Par contre, le potentiel est constant est constant à l'intérieur du conducteur en équilibre électrostatique. Troisièmement, où est située la charge? Alors, au niveau de la distribution, bien la répartition des charges, nous avons divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0. Donc, E est égal à 0. Par conséquent, donc, divergence de E est égal à 0. Ce qui nous donne, bien sûr, epsilon 0 toujours différent de 0. Ce qui nous donne que ρ est égal à 0. Puisque nous avons ρ est égal à 0, c'est-à-dire nous n'avons pas les charges qui existent à l'intérieur de charge, à l'intérieur de ce conducteur, et par conséquent, donc la charge répartie juste au niveau de la surface pour tous les conducteurs en équilibre électrostatique. Donc ρ est égal à 0. Alors, la partie B, alors on met le conducteur S1 portant toujours la charge Q à l'intérieur d'un conducteur S2 creux de forme sphérique et de même centre O, de rayon R2 et RE2 intérieur et extérieur R3. Alors initialement, normalement ce conducteur-là, S2, est neutre, signifie que la charge totale est égale à 0. Alors les deux conducteurs S1 et S2 sont en équilibre électrostatique. Premièrement, les conducteurs S1 et S2 sont-ils influence partielle ou bien partielle justifier votre réponse? Alors voilà, normalement notre problème. Voilà ici normalement le premier conducteur sphérique de rayon R1 qui porte une charge plus Q. Par contre, le deuxième conducteur S2 est constitué par deux faces. Il y a la face intérieure, voilà cette face intérieure, et la face extérieure. Donc la face intérieure porte une charge et la face extérieure porte une charge. Alors ici, donc nous avons une influence totale. Pourquoi nous avons l'influence totale et non l'influence partielle? Parce que toutes les lignes qui partent de ce conducteur-là coupent ou bien traversent le deuxième conducteur et S2. Et par conséquent, on dit ici que nous avons une influence totale et non influence partielle. Pourquoi? Parce que toutes les lignes normalement qui sortent de ce conducteur-là, de ce conducteur S1, coupent ou bien traversent S2. Voilà. Deuxième question. Illustrer sur un schéma la répartition des charges sur les conducteurs S1 et S2. Alors voilà toujours normalement notre problème, ou bien notre système constitué par deux conducteurs S1 et S2. Voilà S1, voilà S2. Alors, au niveau de la répartition des charges sur les deux conducteurs, puisque nous avons une influence totale, et d'après l'énoncé de cet exercice, alors le conducteur S1 porte une charge plus Q. Donc, directement, la face qui est en face de cette face-là va porter une charge de même valeur, mais de signe opposé. Par conséquent, ici, nous avons plus Q. Donc, directement, on déduit que ici, nous avons moins Q. Donc, cette partie-là, cette face intérieure de ce conducteur S2 porte une charge négative. Alors maintenant, comment on fait pour déterminer la charge au niveau de la face extérieure de ce conducteur-là? Alors, initialement, nous avons dit que S2 est neutre électriquement. Et neutre électriquement signifie que nous avons la charge totale est égale à 0. Ça, initialement. Or, toujours, nous avons la conservation de la charge, c'est-à-dire la charge totale dans un premier temps est égale à la charge totale à la fin. Alors, donc QS2, donc la charge totale de ce conducteur-là est égale à 0, puisque neutre. Alors, d'autre part, QS2 est égal QS2 extérieur plus QS2 intérieur. Voilà. Donc, je peux déduire QS2 extérieur est égal à 0 moins QS2 intérieur. Donc, QS2 ici est égal. Donc, QS2 est égal à 0, 0, moins QS2 intérieur. Attention, ici n'est pas 0, attention.
attention, moins QS2. Donc, on va remplacer QS2 par moins Q, ce qui nous donne que QS2 extérieur est égal à plus Q. Attention, ici, c'est plus Q n'est pas 0. Hein. Voilà, donc la démonstration, c'est 0 moins QS2 intérieur. QS2 intérieur est égal à moins Q, donc moins va disparaître avec ce moins-là, ça nous donne plus. Donc, cette quantité-là, c'est plus. Voilà. Voilà. Alors, donc, comme conclusion, ce conducteur-là porte une charge plus Q. Grâce à l'influence totale, cette partie-là est chargée par une dose et par une charge moins Q. Or, notre système-là, ou bien S2 est neutre électriquement, signifie directement que cette partie-là porte une charge plus Q. Voilà, S1 plus Q. La face qui est en face à cette face-là porte une charge moins Q. Et ici, QS2 extérieur porte une charge plus Q. Donc, je répète ça, c'est plus Q. Voilà. Donc maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on relie S1 et S2 par un fil conducteur, donné la nouvelle répartition de charge et la capacité du système. Donc on va relier S1 et S2 par un fil conducteur. Donc voilà. Donc puisqu'on va relier normalement les deux conducteurs par un fil, donc directement on peut déduire que le système, normalement qui est composé par deux conducteurs se comportent comme un seul conducteur, voilà. Donc, puisque nous avons relié les deux conducteurs S1 et S2 par un fil, donc le système-là se comporte comme s'il s'agit d'un seul conducteur qui est normalement caractérisé par une charge. Bien sûr, un seul conducteur de rayon R3. Alors, R3, pourquoi? Parce que toutes les charges mises en surface de S2, de rayon, de la face extérieure de conducteur S2, de rayon R3. Alors, comment on fait pour déterminer donc la charge totale? Donc, on va faire la somme. Alors, nous avons plus Q, moins Q et plus Q. Donc, on va simplifier. Plus, moins 0, ça nous donne 0. Finalement, il nous reste Q. Donc, Q total est égal à Q moins Q plus Q, ça nous donne Q. Donc, voilà le système. Alors, toujours on relie entre deux conducteurs par un fil conducteur, donc le système là se comporte comme un seul conducteur et bien sûr de rayon R3. Et pour déterminer la charge totale, on fait la somme Q plus Q moins Q plus Q, ça nous donne Q. Alors pour déterminer la capacité du système, on a un point par exemple à l'extérieur, ici un point P. Alors puisque nous avons ce système-là, nous avons un seul conducteur, donc C est égal à Q sur V. Comme Q, ou bien comme le potentiel V est égal à Q sur 4pi epsilon 0 OP, voilà OP. Alors, notre problème, donc OP, sa distance-là, c'est R3, Alors, OP, c'est R3. Donc, finalement, on peut déduire que V est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R3. Par conséquent, donc C est égal à Q sur V. C, on va simplifier par Q. Et nous avons sur 4pi epsilon 0 R3. Finalement, C est égal à 4pi epsilon 0 R3. Donc, voilà. Donc, maintenant, voilà, nous avons maintenant, voilà. Alors maintenant la partie 3. Alors les deux conducteurs S1 et S2 représentent respectivement les armatures internes et externes d'un condensateur. Alors le conducteur S1 porte la charge Q de telle manière que U est égal à V1 moins V2 étant la différence de potentiel entre les deux armatures. Premièrement, déterminer le champ entre les armatures et en déduire U est égal à V1 moins V2. Maintenant, on va déterminer le champ électrostatique entre les deux armatures. Alors voilà, donc voilà notre problème, il s'agit toujours d'une sphère. Donc pour déterminer le champ, ici on va appliquer le théorème de Gauss. Et bien sûr, avant d'utiliser ce théorème, donc c'est mieux de simplifier quelques expressions. Alors voilà notre sphère, donc voilà, on va considérer un point M de l'espace. Donc directement, donc nous avons dit ça plusieurs fois. Alors en raison de symétrie, donc EM est égal à EM selon ER. Parce que tous les plans contenant ER et bien sûr le point M représentent un plan de symétrie pour la distribution de charge. Et par conséquent, donc E de M est égal à EM, ER. D'autre part, nous avons démontré que EM ne dépend que de R.
Et finalement, EM est égal à ER selon ER. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'expression du champ électrostatique entre les deux armatures. Voilà, donc premièrement, le système S1 et le système S2. Donc entre les deux armatures, il s'agit de cette surface-là. Il faut considérer cette partie-là ou bien cet espace-là, de telle manière que cette surface-là ou bien cet espace-là, R, est compris entre R1 et R2. Donc R supérieur à R1 et inférieur à R2. Alors pour déterminer le champ électrostatique, donc on va appliquer le théorème de Gauss. Donc le flux du champ électrostatique est égal à double l'intégrale à travers la surface de Gauss. Attention, toujours ici, il faut rajouter ce 0 ou bien ce O là qui désigne que nous avons une surface fermée. EMTS est égal à la somme du Q intérieur sur epsilon 0. Alors, phi de I, oui, le flux est égal à E de M ds, donc on va remplacer E1 par ER, ER, et bien sûr ds, c'est ds, ER directement. Donc ER, ER, ds, ER, donc ER, scalaire ER, ça nous donne 1, et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? ER, ds. Alors ici, toujours, on considère que le champ électrostatique, normalement, ne dépend pas de cette surface-là. Pourquoi? Parce que le champ prend une valeur constante à l'intérieur d'une sphère de rayon R, constant. Donc ER, et bien sûr, double l'intégrale à travers la surface de Gauss de ds est égal à 4πr au carré. Attention ici, toujours on met R au carré, il n'est pas grand R, toujours R au carré. Finalement, on peut déduire que le flux de E est égal à 4πr au carré, ER est égal à Q sur epsilon 0. Voilà, plus Q. Donc ici, on va travailler dans cette partie-là. Alors, pourquoi nous avons dit ici plus Q, non moins 2Q, moins 2Q? Parce que on travaille dans cette partie-là. Dans cette partie-là, petit r compris entre R1 et R2. Attention, ici plus Q, ici moins Q. Mais ici, on travaille ici. Donc là, ici, la somme donc d'après la définition du théorème de Coulomb, donc la somme du Q intérieur de la surface de Gauss. Donc la somme de la surface à l'intérieur, c'est plus Q. Parce qu'ici, nous avons 0 plus Q. Donc, moins Q existe à l'extérieur de la surface de Coulomb, à la surface de Gauss. Donc, ce qui nous donne Q sur epsilon 0, finalement, E de R est égal à Q sur 4 pi epsilon 0, R au carré. Alors, maintenant, pour déterminer le potentiel électrostatique VR, toujours entre les deux armatures, donc on va utiliser, ou bien c'est mieux d'utiliser la relation E est également gradient V. Donc ça nous donne que E de R, puisque E ne dépend que de R, moins dV sur dR, finalement V de R est égal à moins l'intégrale de ER dR. Alors ici VR moins, et bien sûr ici on va intégrer entre R1 et R2. Donc E de R, on va remplacer E de R par Q sur 4 pi epsilon 0 R au carré. Et ici, nous avons D de R. Donc cette quantité-là, qui est 4Q sur 4 pi epsilon 0, c'est une quantité constante. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de dr sur R au carré. Et bien sûr, l'intégrale de dr sur R au carré, ça nous donne moins 1 sur R. Et bien sûr, toujours les bords entre R1 et R2. Alors V de R est égal à moins Q sur 4 pi epsilon 0. Voilà, cette partie-là, ça nous donne moins R entre R2 et R2. Entre R2, R1 et R2, ce qui nous donne que VR est égal à 4Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R2, 1 sur R2, moins 1 sur R1. Voilà l'expression du potentiel électrostatique entre les deux armatures.